Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République. La bête de l'événement est là. La République, c'est moi! Je vous demande de vous arrêter. Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême. Non, je le dis avec courtoisie, mais avec courtoisie. Bien sûr. Ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les. Calme! Au secours! Voilà, c'était un peu l'envie de vomir sur ses ordures. Enfin, pardon. Vous êtes sur Radio Courtoisie. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, chaque jour en direct de 17h30 à 19h30, en partenariat avec les médias Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire et le magazine L'Incorrect. Donc nous, aujourd'hui, un programme exceptionnel aujourd'hui, puisque nous avons l'honneur et la joie de recevoir Ingrid Betancourt, qui appartient à cette catégorie si rare de personnalités politiques hors normes, ancienne sénatrice, candidate à l'élection et ancienne candidate à l'élection présidentielle en Colombie en 2002, qui, la France entière s'en rappelle, lui a valu d'être enlevée par les FARC et détenue en captivité pendant 6 ans. Avec elle, nous parlerons évidemment de son combat contre la corruption qu'elle n'a jamais cessé de mener et qui pourrait peut-être nous donner quelques idées, mais aussi d'une autre grande résistante qu'elle connaît très bien et qui vient de recevoir le prix Nobel de la paix, la vénézuélienne Maria Corina Machado. À 18h30, chers auditeurs, nous recevons une personne que vous connaissez très bien puisqu'il s'agit de Richard Desèzes. Richard, qui en plus d'être le directeur de la rédaction de votre radio, est également écrivain et comme il s'ennuie un peu, il vient de publier en 2 mois 2 ouvrages que j'espère vous avez achetés. Parisien en exil chez la Mouette de Minerve et De vrais gentleman chez Salvatore, dans lequel, en bon français, fier de son histoire et pas encore atteint d'amnésie, il rétablit quelques vérités fondamentales et surtout dessine quelques visages à la perfidie et à la fourberie. Comprenez mieux à moi, on appelle ça des Anglais. Pour m'accompagner aujourd'hui, le rédacteur en chef adjoint du magazine L'Incorrect, qui lui au moins sait qu'un Anglais confiné c'est une fourberie de moins, Rémi Carlu, bonjour. Bonjour Arthur. L'écrivain rédacteur en chef des pages culture de magazine L'Incorrect, qui affirme que sous Saint-Louis, il serait de centre-gauche. Romaric Sangars, bonjour. Parfaitement, bonjour. Et Benjamin Arthur. Diesbach, journaliste, photographe, vous avez déjà la chance de l'avoir sur les antennes de Radio Courtoisie, grand reporter notamment au magazine de L'Incorrect. Bonjour Benjamin. Bonjour. Je vous rappelle également, chers auditeurs, que si vous ne l'avez pas encore fait, je ne peux que vous conseiller de commander le nouvel hors-série du magazine L'Incorrect, L'art d'être français, 15 siècles d'un génie qui dure encore. C'est le numéro 2 d'une collection lancée l'année dernière et qui rappelle pourquoi un Anglais n'est pas un Allemand, un Algérien, un Afghan et surtout pas un Anglais. Pour l'avoir, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le site de l'Incorrect, www.l'incorrect.org. Et je vous rappelle bien sûr que vous pouvez participer à l'émission et poser vos questions à nos invités par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courriel courtoisie@rcf.fr. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Ingrid Betancourt, bonjour. Bonjour Arthur, un plaisir d'être ici avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors comme je le rappelle il y a quelques secondes, vous êtes une femme politique hors norme. Il faut le dire que la politique coule dans vos veines puisque votre mère a été députée, sénatrice, puis ambassadrice, que votre père lui a été ministre de l'Éducation avant d'être nommé sous-directeur général de l'UNESCO, puis ambassadeur de Colombie en France. Et c'est donc aussi pour cela que vous avez passé une grande partie de votre enfance à Paris. Vous repartez en Colombie après l'assassinat du candidat à la présidentielle Luis Carlos Galán en 1989. Le dernier homme politique intègre de Colombie, dira votre mère, très investi dans sa campagne. À cette époque, la Colombie est en pleine guerre civile et vous entrez dans la lumière de la scène politique en 1994 en obtenant l'investiture du Parti libéral aux législatives avec comme projet celui d'en finir avec la corruption de la classe dirigeante. Vous êtes élu à la Chambre des représentants et au lieu de profiter de votre statut, comme en France on appelle ça la stabilité, c'est-à-dire rien faire, vous profitez justement de votre position pour dénoncer et attaquer de toutes parts la corruption jusqu'au président de l'époque, accusé d'avoir financé sa campagne par le soutien des barons du cartel de Cali. L'affaire est colossale, une centaine de députés, plus la moitié des sénateurs sont mis en cause, l'enquête est ponctuée d'assassinats que vous appuyez à l'époque au chef d'État lui-même, mais la corruption étant partout, y compris au sein de votre parti, c'est pourquoi vous décidez de claquer la porte et de créer le vôtre. Vous êtes ainsi élu au Sénat. Le problème, c'est que vous gênez de plus en plus les affaires de ceux qui sont au pouvoir et donc vous êtes contraint d'avoir des gardes du corps collés au basque et de vous déplacer en voiture blindée. Face aux menaces de mort, et là-bas c'est plus sérieux qu'en France, vous envoyez vos 2 enfants en France. En 2002, vous êtes candidate à l'élection présidentielle, c'est alors que vous êtes enlevée par les FARC qui vous détiendront en détention pendant 6 ans. On se rappelle tous, par une opération éclair digne d'un film hollywoodien, vous êtes libérée en 2008. 2 ans plus tard, vous publiez Même le silence a une fin, un livre bouleversant dans lequel vous racontez les années de détention, les multiples tentatives de fuite et votre regain pour votre foi. Alors, avant de passer à la suite, vous savez, chers auditeurs, nous sommes très attachés aux traditions. Et alors, dans Restons Courtois, il y en a une, c'est celle de passer les invités à la question. Le
Perdons pas notre temps. Ils peuvent me tuer, je parlerai pas. Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. Taisez-vous. Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler. Ingrid Betancourt, qu'est-ce que la Colombie a que la France n'aura jamais? Botero. Qu'est-ce que la France a que la Colombie n'aura jamais? Bon, pour faire facile, monnaie. Vous êtes plutôt Saint-Augustin ou Saint-Thomas d'Aquin? Ah ouais, ben ça, je vais vous dire, c'est comme choisir entre le cœur et la tête. Non, je choisis pas, je prends les deux. Votre maison brûle, vous ne pouvez emporter qu'un seul objet avec vous, lequel? Rien. Ah, rien. Rien. Je crois qu'on... c'est très bien d'être détaché des objets. C'est quelque chose que j'ai appris en captivité. Non, rien, définitivement rien. Benoît XVI en 3 mots. Benoît XVI, que j'aime beaucoup. Alors, je dirais doctrine, dialogue et... peut-être avec un autre D, je dirais discrétion. À la fin surtout. Ouais. Quelle est la plus belle région de France et pourquoi c'est le Périgord? Mais ça, vous savez. Si les Français ne devaient goûter qu'un seul plat colombien, ce serait lequel? Oui. Alors, moi, je crois que ce serait l'ariaco. L'ariaco, c'est une soupe, c'est une espèce de ragoût fait à base de pommes de terre, mais il y a beaucoup de sortes de pommes de terre en Amérique latine et en Colombie en particulier. Donc, c'est institutionnalisé, il faut avoir au moins 3 sortes de pommes de terre. Mais ce qui est assez sympa de ce plat, c'est que c'est vraiment un mélange d'une tradition, je dirais, indigène, les Indiens des Andes, avec un savoir-faire espagnol. Et il y a des herbes magiques, la guasca et d'autres choses, et ça fait... il y a des légendes, on dit que, par exemple, les soldats de Bolivar ont réussi à passer les Andes en mangeant de ce potage. Et pour moi, c'est toute la famille réunie les dimanches, les familles colombiennes, hein, ça peut être 50 personnes, à partager ce repas avec de l'ariaco. Voilà. Je voudrais que les Français goûtent l'ariaco. On goûtera, on essaiera de trouver une recette. Dernière question fondamentale. Vous préférez Shakira ou Nicolas Gomez Davila? Shakira. Ça fait très light, mais définitivement Shakira. Merci Ingrid Betancourt. Alors passons maintenant au sujet principal, Maria Corina Machado. Oui. Alors il y a quelques jours, l'opposante vénézuélienne s'est vue décerner le prix Nobel de la paix. En France, ce fut une surprise à 2 égards. Déjà parce que beaucoup espéraient que Donald Trump recevrait le précieux sésame. Il faut reconnaître qu'il fait une campagne plutôt efficace. En tout cas, on en entend beaucoup parler. Et deuxième raison, parce que peu de gens connaissent Maria Corina Machado, ce qui d'ailleurs n'a pas empêché des réactions assez lunaires. Nous y reviendrons. Alors, si nous vous avons proposé cette invitation, c'est parce que vous la connaissez très bien, et que vos parcours, vos idées, vos combats ont beaucoup de points communs, évidemment. Et puis, comme on ne cache rien à nos éditeurs, si vous me permettez, je vais révéler quelques coulisses. Parce que nous nous sommes rencontrés, en effet, par hasard, il y a 2 ans, dans la plus belle région de France, lieu de villégiature de la rédaction de l'Incorrect, qui boucle son numéro, maintenant depuis quelques numéros, le numéro de septembre là-bas. Et donc, on vous a proposé de venir boire un verre avec la rédaction. Vous êtes venu avec votre maman, et ce fut d'ailleurs un moment très agréable. On a parlé de beaucoup de choses. Et on a appris 2 choses. On a découvert 2 choses. Premièrement, que votre maman était reine de beauté de Colombie. Oui. L'équivalent, si vous voulez, de Miss France, à 18 ans. Oui. Et autant dire que voilà, ça, c'est de la vraie info. Oui, mais ça, je veux dire, je voudrais pas qu'on la laisse là. Parce parce que c'est une femme qui a, justement parce qu'elle était belle, fait de sa beauté la clé pour servir les autres, et en particulier les enfants abandonnés, dans un pays dans lequel la violence a fait d'innombrables orphelins. Et voilà, c'est pas que la jolie femme. Évidemment. Et puis il y a tout son parcours. Pour moi, c'est une fée. C'est vraiment quelqu'un avec un cœur immense. Là, maintenant, elle va avoir 90 ans cette année. Et elle est extraordinaire. Et donc, la deuxième information, les choses qu'on a découvertes, c'est Maria Corina Machado, qu'on ne connaissait pas, vous nous avez raconté son histoire. Oui. Et de plus en plus, et alors, il y a un lien avec la France, évidemment, ce qu'on en reparlera, mais Jean-Luc Mélenchon aime beaucoup le candidat, le président Maduro. Il a des goûts étranges. Bref, donc j'ai une question toute simple, Ingrid Betancourt. Qui est Maria Corina Machado, pour ceux qui ne la connaissent pas? Alors, Maria Corina est une femme exceptionnelle. Elle est
Elle est ingénieure de profession. C'est une femme qui, au moment où Chavez arrive à la présidence, elle n'a aucun problème dans sa vie. Et pourtant, ce que Chavez commence à faire l'inquiète et elle décide de se présenter aux élections. Elle est élue et elle devient membre du Parlement vénézuélien. Et je parle de ça parce que je crois que là, il y a entre... Moi, j'ai été kidnappée en 2002. Elle entre en politique en 2002. Pour moi, c'est quelque chose... Parce qu'il y a... Et quand je vois les vidéos de ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait, il y avait des... Je me sens très, très unie à cette jeune Maria Corina Machado. Et il y a, j'invite ceux qui nous écoutent à aller sur YouTube et regarder une vidéo de Maria Corina qui confronte Chavez. Et elle dit à Chavez, voilà, vous êtes en train de nous parler, ça fait 4 heures que vous parlez pour ne rien dire. Et moi, je veux que vous nous disiez comment est-ce que vous allez donner une solution aux femmes qui n'ont rien à mettre dans leur frigo. Parce qu'il n'y a plus rien à manger au Venezuela, parce qu'on est dans la pauvreté, etc. etc. Et Chavez lui dit, la tutoie, tu ne peux pas parler avec moi, tu n'es rien. Et elle lui dit, si, je suis au Parlement. Il dit, oui, mais tu n'as pas le rating. Mettre une petite pièce. Tu n'as pas le niveau pour parler avec moi. L'aigle ne mange pas des mouches. Et c'est resté dans ma tête, parce que quel combat, celui de Maria Corina, de cette femme qui se fait mais véritablement traiter avec beaucoup de dédain, beaucoup de misogynie, beaucoup de... avec un Chavez qui est dans toute sa force politique, et on la voit grandir, et elle va devenir, jusqu'aujourd'hui, ce qu'elle est, c'est-à-dire l'incarnation de la liberté et de la démocratie et de l'espoir pour le peuple vénézuélien. Il faut savoir qu'il y a 8 millions de Vénézuéliens sur une population de 15 millions qui sont sortis du Venezuela parce que aussi bien le régime de Chavez comme celui de Maduro ont complètement anéanti le pays. C'est une razzia, c'est Attila. Ils sont hyper riches tous, c'est un cartel de la drogue, mais cette puissance économique pour eux, évidemment noyée dans une rhétorique que c'est pour le peuple meurt de faim. Et donc, cette population qui a soutenu Chavez, qui a voulu Chavez, qui voulait un changement démocratique au Venezuela, qui voulait arrêter la corruption, parce qu'il y avait beaucoup de corruption à cause du pétrole, c'est une classe politique très véreuse au Venezuela. Cette population est aujourd'hui, elle suit Maria Corina, qui est cette icône, cette femme qui leur dit vous avez le droit à vivre dans un monde meilleur, à avoir de quoi manger. Moi j'ai vu, c'est des images très très dures, mais les files de Vénézuéliens traversant la frontière avec la Colombie, des femmes qui sont, c'est un fleuve qu'il faut traverser, c'est un pont qu'il faut traverser, en traversant avec leurs enfants dans les bras, sans rien, mais même pas une couche pour changer leur bébé ou un biberon, rien, et essayant d'arriver en Colombie pour essayer de survivre parce qu'ils meurent de faim au Venezuela. Et c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas ici en France. Maria Corina, c'est ça. C'est une femme qui vit en clandestinité aujourd'hui parce que Maduro a annoncé qu'il allait la tuer. C'est une femme qui a gagné les élections au Venezuela, élections 2024, avec les conditions d'un régime qui était fait pour que personne ne puisse gagner sauf Maduro, et qu'elle a réussi à prouver, avec les règles de jeu complètement biaisées, imposées par donc la dictature de Maduro, elle a réussi à gagner les élections, non pas pour elle-même, parce qu'elle avait été inhabilitée, le gouvernement de Maduro avait fait le nécessaire pour qu'elle ne puisse pas légalement
Se présenter. Se présenter, enfin, la légalité au Venezuela. On comprend bien que c'est... On reviendra dans le détail justement sur cette élection parce que vous nous avez raconté des choses incroyables et forcément après on se replonge en tant que journaliste, on regarde les faits et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez incroyable. Et peut-être pour nos auditeurs t'expliquer parce que le Venezuela, parce qu'en effet on méconnaît en France l'Amérique latine et puis alors l'Argentine oui, mais le Venezuela peu et c'est un pays qui est riche. C'est un pays qui a beaucoup de ressources. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce qu'est le Venezuela, les ressources que le Venezuela possède? C'est pas un pays du tiers-monde quoi. Pas du tout. Et quand moi j'étais enfant, les Vénézuéliens, par rapport aux Colombiens, c'était les nouveaux riches. Une richesse, une aisance économique qui était évidente et même presque dérangeante pour nous, les petits voisins. C'est quoi le Venezuela? Le Venezuela est un pays qui a les plus grandes réserves de pétrole au monde. C'est pas l'Arabie Saoudite, non, c'est le Venezuela. C'est un pays avec une tradition démocratique fragile. La Colombie, nous avons été démocratiques très longtemps et on s'est battu pour notre démocratie. Il y a des institutions fortes. Le Venezuela a connu beaucoup de régimes dictatoriaux. Ils ont eu un espace de démocratie qui a mal tourné puisqu'il a fini dans les mains de Chavez. Et Chavez était un homme que j'ai connu, que j'ai admiré au départ. C'était un homme qui parlait de Dieu. Il parlait de Dieu, c'est très curieux. Parce que ce n'était pas ça à ce moment-là qui m'épatait de lui. Mais non, c'était plutôt son côté, il faut une justice sociale. Cette richesse que nous avons au Venezuela, il faut qu'elle serve pour que la population sorte de la pauvreté. Il y avait une différence sociale, enfin, il y avait des équilibres sociaux très très forts. Résultat des courses, que fait Chavez? Il devient un dictateur allié à Cuba, importe la pauvreté au Venezuela, crée une espèce de clique de gens corrompus qui vont le servir et vont se servir, et noie toutes les espérances de cette population qui véritablement a cru en Chavez, que moi j'ai cru. Moi j'étais à côté. J'étais candidate présidentielle à ce moment-là. Je me rappelle des conversations que j'ai eues avec lui. Je pensais que c'était possible. Il a complètement trahi ses espérances. Et il a nommé comme successeur une horreur. Un type qui s'appelle Maduro, que j'ai aussi connu. Un type très grand. Il doit faire 2 mètres de haut. Que j'ai connu parce que quand j'ai été libérée, je savais que Chavez s'était mobilisé et il y avait eu beaucoup de présidents d'Amérique latine qui s'étaient mobilisés pour la libération des otages colombiens. Et j'ai tenu à les remercier. Donc j'ai fait vraiment un périple en Amérique latine pendant l'année de ma libération. Et donc j'ai connu beaucoup de gens, dont Cristina Kirchner, donc Evo Morales, et dont aussi Chavez. Et je me souviens, en arrivant au palais de Miraflores, je me retrouve nez à nez avec cette espèce de colosse qui m'insulte et qui me dit que j'aurais dû commencer par remercier Chavez avant de remercier tout le monde. Et je lui ai dit, ben non, je finis justement par Chavez. Mais je ne comprenais pas ce qu'il y avait. C'est un type très, très désagréable. Et je me suis dit que je ne voulais plus jamais de ma vie me retrouver nez à nez avec cet homme-là. Et l'histoire fait que ça va être le successeur et que cette sensation que j'avais eue, ce malaise, et c'est retrouvé tout à fait confirmé, parce que c'est non seulement un dictateur, un tyran, tout ce qu'on peut dire, mais c'est surtout et avant tout le chef d'un cartel qui s'appelle le cartel des soleils, des soles. Les soleils, c'est les généraux de l'armée bolivarienne du Venezuela portent leur insigne de généraux, ce sont des soleils. Et donc, c'est un cartel fait de militaires vénézuéliens qui se sont organisés en cartel de la drogue. Et le Venezuela est devenu la plaque tournante pour tous
les crimes, enfin les réseaux criminels de la planète. Et je n'exagère pas, parce que de là, de ce commerce-là, qui est évidemment légalisé, nettoyé à travers le Venezuela, se finance le Hezbollah, le Hamas, l'Iran, etc. Ça en reviendra justement dessus, parce qu'il faut rappeler en effet que le Venezuela, c'est plus de 2200 kilomètres de côte, donc forcément, c'est un lieu géographiquement qui a des atouts, en tout cas, pour devenir une plaque tournante de la drogue. Mais je voudrais qu'on revienne, si vous le voulez bien, à l'élection de 2024. Alors, peut-être pour préciser, Nicolas Maduro, je crois, était ministre des Affaires étrangères de Chavez. Oui. Donc, ça aurait expliqué peut-être ce dont on parlera après, les liens qu'il a avec des pays très démocrates comme le Hezbollah, l'Iran, et puis peut-être même, je crois qu'ils ont fait un partenariat avec la Russie cette année. Donc l'élection de 2024, Maduro est déjà président, il candidate à sa réélection. Maria Corina Machado ne peut pas se présenter parce qu'elle a été jugée inéligible par la Cour suprême, parce que pour trahison, fait de haute trahison, je crois. On l'a accusée de toutes sortes de choses. On a dit qu'elle était corrompue. On a dit qu'elle avait essayé de tuer Maduro. On a dit qu'elle avait comploté contre son pays. Enfin, tout ça, tout simplement pour être sûre qu'elle ne pourrait pas se présenter. Donc elle savait. Alors, petite parenthèse, il fallait unir l'opposition vénézuélienne. Très, très difficile. Dans un pays où il y a beaucoup d'ego et de volonté de prendre, donc d'être celui qui incarne. Alors, il y en a eu plusieurs. Il y a eu Capriles. Ensuite, il y a eu un gars qui s'appelait Lopez, je crois, qui d'ailleurs a été emprisonné et est devenu une sorte de figure très importante de l'opposition. Et ensuite, il y a eu Guaido, que j'imagine que vous avez dû le voir un petit peu. C'était un président en opposition à Maduro. Il avait été élu à l'Assemblée, au Parlement, disons, du Venezuela. Chavez avait dissous arbitrairement le Parlement. Et lui, il s'était proclamé président en intérim, jugeant qu'il y avait eu que la Constitution avait été violée, etc. Mais il n'a jamais réussi ni à unir l'opposition, ni à unir le peuple derrière lui. C'est surtout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi je parlais d'une parenthèse? C'est que Maria Corina Machado, on va l'appeler Maria Corina, commence par faire appel à une espèce d'élection avant les élections, et elle demande la permission à ce qu'il y ait, à ce qu'il puisse y avoir une consultation populaire pour savoir qui pourrait représenter l'opposition, et que ça se fasse démocratiquement. Maduro boycotte toutes les possibilités de cette consultation, donc une semi-élection, et commence le phénomène Maria Corina parce qu'elle va installer des tables de votation partout dans le pays, et elle va réussir le tour de force dans des boîtes de chaussures à faire que les gens votent, et que même si le gouvernement ne le considère pas comme valide, le pays considère comme valide le résultat, et elle va être élue comme la candidate de l'opposition. Donc c'est important, parce que ce qui veut dire qu'elle a réussi à unifier le peuple derrière elle. Il y a eu plus de 5 millions de voix pour cette soi-disant votation non officielle. C'est une sorte de référendum. Ça a été une sorte de référendum, et à partir de là, le gouvernement de Maduro va tout faire pour l'évincer. Il y a Biden à ce moment-là. Biden va essayer d'avoir une influence dans tout cela, et il va demander à ce qu'il y ait des garanties pour l'opposition. Maduro va dire que oui, qu'évidemment il va y avoir toutes les garanties pour l'opposition, ce à quoi Biden répond avec la possibilité que l'entreprise pétrolière américaine Chevron ait la permission de faire des extractions de pétrole vénézuélien et de les vendre aux États-Unis. Maduro, une fois qu'il a le chèque de Chevron
trahit tous les accords et Biden laisse faire. C'est terrible, mais c'est véritablement comme cela que ça s'est passé. Commence donc le processus de l'élection. La première partie, ça a été de qui pouvait, parce que le Conseil national électoral pouvait, comme en Iran d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils sont alliés, pouvait valider les candidats. Il fallait une validation. Donc si on n'était pas validé, on ne pouvait pas être candidat. Donc ils n'avaient pas validé évidemment Maria Corina. Alors Maria Corina avait trouvé une femme, c'était une maîtresse d'école, une professeure, qui s'appelait Corina. Coup de chance, elle s'appelait Corina. Et donc, Corina va s'inscrire pour pouvoir représenter Maria Corina. Eh ben non, elle ne va pas pouvoir s'inscrire. Et un jour avant la fermeture donc de la possibilité de s'inscrire, on lui dit que non. Donc, il n'y a plus de possibilité d'inscrire plus personne. Et tout le monde est désespéré parce que du coup, Maria Corina n'est pas là, Corina n'est pas là non plus. Mais on ne comptait pas sur l'intelligence de Maria Corina Machado. Elle avait réussi à, sans que personne ne voit le lien entre elle et lui, à faire inscrire un petit gars, qui est passé totalement inaperçu, qui s'appelle Edmundo González. Et Edmundo González va commencer à faire sa campagne présidentielle de la main de Maria Corina. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller sur YouTube, à regarder ce qu'étaient ces meetings, contre toute attente et enfin, avec tout ce que le gouvernement a fait pour éviter que Maria Corina puisse assister à ces meetings. Donc elle a été poursuivie, on lui a enlevé la voiture, et c'était le peuple qui la sortait de la voiture dans laquelle elle allait se rendre au meeting, la montait dans des motos, il y a des trucs extraordinaires, et il y a 10 motards qui la prennent et se faufilent entre les trucs et l'amènent à l'endroit. Et ça a été une campagne extraordinaire que moi j'ai suivie avec beaucoup de passion, de voir comment ils ont fait cette campagne. C'était les meetings, c'était des centaines de milliers de personnes dans une Venezuela complètement quadrillée par les Cubains. Parce qu'il faut le dire aussi, c'est les Cubains qui font le service secret et la police et le machin. Bon. Arrive le jour des élections, et évidemment, nous, de dehors, en tout cas ceux qui suivions cette élection, on se dit, bon, l'effort a été extraordinaire, mais c'est évident qu'il va y avoir une fraude, ça ne va pas être possible. Tant pis, mais on a vu de quoi elle est capable. Au moins, elle réussit à unir. Elle a fédéré un mouvement populaire derrière elle. En effet, on voit des images, des rassemblements vraiment de masse de personnes. Les images existent, il faut les regarder. C'est assez incroyable. Et sachant qu'elle ne pouvait pas prendre l'avion en plus, parce qu'évidemment, elle était contrôlée. Elle ne pouvait pas, on l'interdisait de bouger. Ce qu'on appelle une campagne de terrain, au sens littéral. Vraiment. Et une fille, c'est une femme qui doit avoir 50 et quelques, forte, pleine d'énergie, d'entrain, avec une foi, une connexion avec son... Enfin, adorée par les petits, les grands, les enfants, les vieux, enfin tout le monde. Et il y a des images extraordinaires parce qu'elle arrive parfois incognito dans ces manifestations et c'est les gens qui la portent. On voit le corps de Maria Corina qui est soulevé un petit peu partout jusqu'à ce qu'elle arrive au podium où elle va parler. C'est extraordinaire, c'est très émouvant. Alors je vous propose qu'on fasse une petite pause, on va faire une petite bande-annonce et on va découvrir avec vous ensuite le résultat, évidemment, puisque le dénouement n'est pas fini. Une petite pause, chers auditeurs, pour vous rappeler que cette radio est une radio libre, au sens encore une fois littéral, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas d'un milliardaire, ni de groupe industriel, ni de l'État, et donc uniquement de vos subsides, de votre don. Donc si vous voulez éviter de payer trop d'impôts, eh ben, vous pouvez reverser une partie à Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Chers auditeurs, vous êtes bien sûr dans Restons Courtois, l'émission de débat sur Radio Courtoisie. Nous avons la chance, la joie et l'honneur de recevoir Ingrid Betancourt. Et avant de repartir au Venezuela, c'est l'heure de la chronique de Rémi Carlu. Rémi Carlu, vous allez parler de quoi aujourd'hui ? Je vais parler de Simon Leys, puisque le sujet du jour sera la résistance à la dictature socialiste de Nicolás Maduro, et l'occasion, me semble-t-il, de nous interroger sur la mémoire de l'anticommunisme en France, mémoire qui est inexplicablement faible. Voyez la complaisance des uns ou des autres à l'égard de la Russie ou de la Chine. Voyez Xavier Bertrand ou Édouard Philippe appelés à voter communiste. Voyez le président, au moment de réunir les chefs de parti de l'arc républicain, convier le chef des communistes. Voyez ces personnalités de droite trop contentes d'être enfin invitées à la fête de l'UMA. Voyez enfin tous ces gens n'avoir que le mot fascisme à la bouche tout en étant alliés aux communistes qui ont quand même 100 millions de morts sur la conscience. Pourtant, ce n'est pas la littérature anticommuniste qui manque, car l'analyse du phénomène totalitaire a produit quelques grands classiques, très complémentaires au demeurant. Il y a la pénétrante dissertation philosophique d'Hannah Arendt, l'effroyable roman dystopique de George Orwell ou la minutieuse chronique carcérale d'Alexandre Solzhenitsyn. À ce vénérable panthéon, il convient d'ajouter un francophone, Simon Leys donc, qui en occupe la galerie documentaire extrême-orientale. Qui est Simon Leys, mon petit Rémi Carlu ? Alors Simon Leys, de son vrai nom Pierre Rickmans, est né en septembre 1935 dans la région bruxelloise. Issu de la grande bourgeoisie catholique, il étudie le droit et l'histoire de l'art, la peinture étant l'autre grande passion de sa vie. En 1955, à 19 ans, il fait partie d'une délégation de 10 jeunes Belges invités à visiter la Chine pendant un mois. C'est un véritable choc, Pierre Rickmans tombe amoureux de cette fascinante civilisation et décide d'en apprendre la langue. À l'époque, il s'enthousiasme pour le communisme. Une vie d'aventurier bohème le conduit d'abord aux quatre coins du globe, avant d'atterrir à Hong Kong, où il rédige pendant 2 ans des rapports sur l'actualité chinoise pour le consulat belge. C'est donc un poste d'observation privilégié du régime maoïste, d'autant que Rickmans maîtrise désormais parfaitement le chinois, chose rare pour un occidental, et peut donc décortiquer journaux, revues et émissions radio. Il rencontre des témoins qui fuient le régime et voit régulièrement des cadavres de suppliciés de la révolution culturelle s'échouer sur les plages de Hong Kong. De cette documentation, il tire les habits neufs du président Mao, essai dans lequel il montre que la révolution, en plus de faire subir des horreurs au peuple chinois, cache en fait une terrible lutte de pouvoir entre factions. Pour l'occasion, il devient Simon Leys, le prénom en référence à l'apôtre, le nom en hommage au personnage René Leys du roman de Victor Ségalen. Alors j'ai ma petite idée, mais comment son essai est-il accueilli par l'intelligentsia française ? Eh bien, en faisant de la grande révolution une sordide et meurtrière querelle de pouvoir, Leys a lancé une véritable bombe dans le bunker de l'intelligentsia française. Celle-ci, évidemment, est alors acquise au communisme, avec une tendance particulière pour Mao, en qui elle croit voir une salutaire rupture d'avec les dérives du stalinisme. Alors, dans une forme de grande myopie, de grand délire collectif, beaucoup d'intellectuels se font alors le relais de la propagande chinoise, Alain Badiou, Roland Barthes, André Glucksmann, Michel Foucault, avec l'appui d'un certain nombre de revues, La Cause du peuple de Jean-Paul Sartre, Libération de Cher Julie ou Telle quelle de Philippe Solers, qui traduit régulièrement les magnifiques poèmes du grand timonier. Autant dire que tout ce petit monde se scandalise du livre de Leys qui paraît en 1971 et qui est le premier à déchirer le voile des mensonges. Il faut une riposte qui passe par les petites mains plutôt que par les grandes voix, car on craint de débattre frontalement avec Leys. La presse de gauche se met en branle pour cracher sa haine. Le Monde en fait un agent américain qui n'a manifestement pas l'expérience de ce dont il parle. Le Nouvel Obs le taxe de charlatanisme et de totale ignorance du maoïsme, tel qu'elle parle d'une anthologie de ragots. À l'université de Vincennes, le stand de la maison d'édition est démoli par des militants maoïstes, de même que tous les exemplaires du livre. Quant aux sinologues, largement acquis au maoïsme, ils font comme si l'ouvrage n'existait pas pour ne pas avoir à le commenter. Les portes de l'université française sont fermées à Leys. Plus tard, Alain Badiou, qui n'est jamais revenu de son maoïsme, parlera encore d'une, je cite, « brillante improvisation idéologique de Simon Leys, dépourvue de tout rapport au réel politique ». Mais Leys ne renonce pas et retourne même une seconde fois en Chine. Oui, précisément en 1972, le rétablissement des relations entre la Belgique et la Chine permet à Leys de devenir attaché culturel à l'ambassade belge de Pékin. Durant 6 mois, il sillonne les provinces et prête l'oreille aux locaux. Il en tire un autre ouvrage intitulé « Les ombres chinoises », qui est une chronique saisissante de ses pérégrinations entre la Chine officielle et la Chine officieuse en un gigantesque pays potemkin. Il écrit « L'ignorance de la Chine, de sa culture, sa langue, son passé, son présent est directement proportionnelle à la ferveur maoïste.
A l'inverse, c'est donc par connaissance et par amour de la Chine que Leys exécute, non sans tristesse, le maoïsme dans ce pamphlet magistral porté par un indéniable talent littéraire et dont la collection d'observations, de témoignages, d'anecdotes forment un tableau implacable des réalités de la révolution culturelle. Et justement, vous avez quelques exemples ou anecdotes de cette Chine Potemkin ? Oui, Leys montre comment le pouvoir chinois sépare strictement sa population des étrangers visiteurs ou permanents. Les laudateurs du maoïsme venus sur place sont en fait promenés dans de luxueux palais, dans de succulents restaurants, dans des expositions réservées, des usines et des villages modèles, mais sans jamais avoir échangé un seul mot avec un vrai Chinois. Leys, lui, a visité l'arrière-boutique lors de ses nombreux voyages, au cours desquels il essaye de fausser compagnie à ses guides. Et ce qu'il découvre est déplorable, Mao est en train de détruire, à proprement parler, la civilisation chinoise. Pékin a perdu toute énergie vitale, les temples sont à moitié rasés, les musées et écoles sont fermés, l'écriture est réformée, les pseudo-découvertes archéologiques masquent en fait un iconoclasme généralisé, les librairies ne vendent que du Mao décliné de 1000 façons, 6 opéras autorisés tournent en boucle à vous rendre fou. Dans une scène absolument dingue, il raconte comment, avec quelques locaux, il se rend dans la réserve d'un musée fermé au public pour déballer et découvrir avec beaucoup d'émotion des peintures qui ont été cachées. Au total, la Chine maoïste est un 1984 à ciel ouvert qui isole le peuple de sa propre culture, qui réécrit à l'infini l'histoire pour la faire correspondre à la situation politique présente, qui opère à base de novlangues et de vérités officielles toujours changeantes une purge des cerveaux. À l'heure de la cancel culture, des réécritures de l'histoire de France par Patrick Boucheron ou des vols de bijoux au Louvre, tout ceci, en miroir, nous rappelle que notre culture est décidément notre bien le plus précieux. Merci Rémi Kerlure, c'est amusant en écoutant cette merveilleuse chronique de Rémi. Ça m'a fait penser à des choses que vous racontez sur le Venezuela, et notamment l'accusation d'agents américains de Simon Leys, parce que c'est ce qu'on a beaucoup entendu en France. Maria Corina est pas de la droite et pas de la gauche, de la droite. Alors je sais qu'en ce moment, la droite, entre la Russie et l'Amérique, Maria Corina Machado serait une agent américain. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça ? C'est tellement stupide. Qui est Maria Corina ? D'abord, c'est une femme qui paye un prix immense pour son combat. Ça fait plus de 10 ans que ses enfants sont aux États-Unis, ça c'est vrai, mais qu'elle ne les voit plus. Elle ne peut pas les voir. Elle sait qu'elle a vécu pendant ces 10 dernières années dans en marchant sur une corde raide, où elle savait qu'à n'importe quel moment, le régime allait essayer de la faire disparaître. Alors, si on peut revenir peut-être au moment de l'élection que vous nous racontiez, ouais. Donc cette campagne extraordinaire, l'élection tombe, le résultat tombe, peu de doute, Maduro proclame sa réélection. Alors, l'élection a lieu. Maduro, en urgence, ou un petit peu, oui, en urgence, essaie de pousser le Conseil national électoral à donner des résultats à son avantage, mais Maria Corina agit plus vite qu'eux. Et elle annonce au monde, à travers Internet, à travers ses réseaux à elle, qu'elle a toutes les preuves des résultats, et elle annonce les résultats. Et les résultats, c'est des résultats au pourcentage près, où elle va dire, je n'ai plus en tête le résultat exact, mais c'est du style 87% pour Edmundo González et 12% pour Maduro. Quelles sont les preuves de... Alors, justement, là, c'est une saga extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle a fait, Maria Corina ? Eh bien, elle a organisé ce qu'elle appelait les comanditos, des petits commandos qui allaient s'infiltrer dans les postes de votation, les bureaux de vote, dans les bureaux de vote. Et il y avait dans tous les bureaux de vote partout au Venezuela quelqu'un qui travaillait pour elle, qui avait pour mission de prendre des photos de tous les résultats et, si possible, de prendre un des slips, parce que tout était fait automatiquement par électronique, de prendre un des slips, si vous voulez, un espèce de reçu électronique du résultat et de le garder. C'est un PV, quoi, en fait. Si vous voulez, la machine, du résultat électronique. Puisque c'était électronique, la machine, à chaque endroit où il y avait le bureau de vote,
faisait le scrutin et sortait le PV électronique sortait du résultat. Exactement. Et à partir de là, tous ces PV vont être envoyés dans la minute avec les motards, les taxis, les bus, enfin toute cette population du Venezuela qui veut absolument qu'on ne lui vole pas ses élections. Et on va donner à Maria Corina, elle va centraliser toute cette information. Elle va centraliser l'information. D'une part, l'information, parce qu'elle va l'avoir au téléphone et par Internet, elle va avoir à la seconde de la fermeture des bureaux, elle va savoir ce qui se passe partout dans le pays, mais aussi parce qu'elle va avoir physiquement ces bouts de papier qui vont être la preuve que ce qu'elle dit est vrai. Tour de force majeure, c'est qu'elle sait pertinemment qu'au moment où elle va produire les résultats et que ces résultats sont vrais et que donc ils vont essayer de dire que c'est faux, il faut qu'elle préserve la preuve physique qu'ils vont essayer de détruire et de brûler. Et alors, c'est très drôle, si on veut, en tout cas, il fallait y penser, c'est que les agents du gouvernement Maduro, ce qu'ils appellent les enchufados, c'est-à-dire les connectés, ce sont des gars qui vivent dans l'opulence face à un peuple qui vit dans la misère. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vivent entre les États-Unis et le Venezuela, qui vont et viennent et qui se déplacent, qui voyagent avec un luxe. Donc, ce sont des valises Gucci, Louis Vuitton. Ils ont emballé tous les reçus électroniques de l'élection dans des valises Louis Vuitton et Gucci et voilà, grandes marques de luxe pour les envoyer aux États-Unis. Elles ont été reçues aux États-Unis, elles ont fini avec le centre Carter qui donc valide ce genre d'élection, et avec les preuves physiques, le monde a pu constater que ce que disait Maria Corina était vrai. Et c'est pourquoi beaucoup de pays n'ont pas reconnu l'élection de Maduro, à l'exception de quelques-uns, dont la Russie évidemment. Et d'ailleurs, en général, les tyrannies. C'en est où aujourd'hui? L'Amérique n'a toujours pas, les États-Unis n'ont toujours pas reconnu l'élection de Maduro. Non, heureusement. Biden n'est pas allé, il a jusque-là. accepté le pétrole, mais il n'a pas. Ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir de ce moment-là, Maduro a été mis à nu. Parce qu'il voulait faire croire qu'il avait gagné les élections, avec des élections qui avaient été totalement manipulées. Je veux dire, les gens ne pouvaient pas aller voter. Les personnes, par exemple, les Vénézuéliens de l'étranger, qui évidemment sont par correspondance contre Chavez ou contre Maduro, ont été interdits de vote. Donc, c'était une magouille, mais monumentale. Et même dans tout ça, Maria Corina a réussi à gagner. Et donc, Edmundo González, qui était le candidat, a commencé à subir des pressions du gouvernement et en particulier sur sa famille. Son gendre a été... Ils ont disparu, son gendre. Disparu. Ça veut dire, il y a un système de torture au Venezuela terrible. Les gens disparaissent, sont tués, sont torturés. Enfin, c'est vraiment... Il y a un centre à Caracas, l'hélicoïde. Alors, racontez-nous, ça donnerait une idée de ce qu'est le gouvernement Maduro. Oui, ça fait peur. L'hélicoïdal était un centre commercial qui n'a pas été fini, qui devait à un moment donné être quelque chose de très opulent. C'est devenu le centre de torture du gouvernement de Maduro. Ceux qui en sortent témoignent de ce que c'est que de faire partie, d'être à l'intérieur de ce truc-là. Les tortures, c'est ce qu'on connaît, c'est les tortures physiques, c'est-à-dire le sous-marin, les décharges électriques, les tortures sur les ongles, enfin tout ce qu'on peut... Toute la torture physique. Toutes les horreurs. Une partie de l'hélicoïdal, si vous voulez, des cellules où les personnes sont incarcérées ou détenues ou disparues, sont
sous terre. Donc les gens vivent en écoutant le bruit du métro. Parce que cet immeuble est un immeuble pyramidal qui est planté en plein milieu de Caracas. En plein milieu de Caracas. C'est pas une Guantanamo qui est gâchée. Non, tout le monde sait ce qui s'y passe, tout le monde voit, c'est un truc très sordide. Et donc, le risque des opposants, c'est de finir ici. Maria Corina Machado, qui vit en clandestinité, donc c'est-à-dire, vous allez peut-être nous raconter, mais qui doit bouger et changer de lieu en permanence sous le risque d'être... Nous ne savons pas. Voilà, on ne sait pas, mais... Nous ne savons pas. Le risque, c'est que sa garde rapprochée se termine dans ces centres de torture pour pouvoir parler, pour essayer de l'attraper, parce que ses enfants vivent à l'extérieur, aux États-Unis, vous l'avez dit. Elle combat, elle continue à combattre, mais en clandestinité, et on ne sait pas où elle habite, et elle est en mouvement permanent, comme tous les gens qui ont la vie. Évidemment, il risque de mourir. Alors, Edmundo González a été obligé de quitter le Venezuela, et il est parti s'exiler en Espagne. Il voulait partir avec ses enfants. On ne lui a pas donné l'autorisation de partir avec ses enfants. Et son gendre a été arrêté et a disparu. Nous avons des vidéos que l'on peut d'ailleurs chercher et voir, de moments où le CIBEN, qui est le service d'intelligence non, ça s'appelle le CEBIN, Servicio Especial Bolivariano Inteligencia, CEBIN, qui est le service d'intelligence vénézuélien, arrive pour arrêter les gens. C'est toujours à 2h du matin, c'est toujours tout de suite vous vous habillez, vous ne prenez rien et vous sortez. Et c'est déchirant parce que il y a évidemment des membres de la famille qui avec leur téléphone portable, prennent des vidéos et on entend et on voit les enfants en train de pleurer, de supplier qu'on ne prenne pas le papa, la maman. Ils ont commencé par poursuivre toutes les personnes qu'ils pouvaient penser étaient de Maria Corina dans les centres de votation. Ils ont commencé par les centres de votation. Ensuite, ils ont été allés chercher les personnes qui pouvaient être de l'organisation de Maria Corina, dans la hiérarchie, parce que ça a été... Imaginez ce qu'il a fallu faire pour organiser dans un pays de la dimension du Venezuela la possibilité d'avoir des informations partout, sans argent, parce qu'évidemment, ils n'ont pas d'argent, tout simplement en comptant avec l'Internet, parce que la seule chose qu'ils avaient... Tout est diffusé par les réseaux. Et de réussir à faire ce tour de force, de montrer et de prouver qu'ils avaient gagné les élections. La mère de Maria Corina a été poursuivie. La mère de Maria Corina doit avoir l'âge de la mienne, donc autour de 90 ans. C'est une femme qui ne peut pas bouger. Elle était chez elle, dans sa maison. Elle avait des drones toute la journée qui lui lançaient avec des haut-parleurs, des invectives pour l'angoisser. Ils ont interdit que personne puisse rentrer chez la mère de Maria Corina ou sortir de chez la mère de Maria Corina. Donc c'est une vieille dame. Comment est-ce qu'elle a survécu? Nous ne savons pas. Ils ont pris en otage une partie de l'organisation de Maria Corina qui est allée se réfugier à l'ambassade d'Argentine. Ils ont coupé l'électricité, l'eau. Ça a été un truc, mais pendant des mois et des mois et des mois. Et on voyait la police qui tournait autour, tout ce qu'ils ont fait. Il y a une pression sur l'entourage, le principe étant d'acculer cette résistante pour la faire taire, évidemment. Alors, il y a une question, c'est est-ce que vous avez été surpris qu'elle reçoive le prix Nobel de la paix, parce que c'était une surprise pour beaucoup de monde, et en quoi ce prix Nobel va l'aider, ou est-ce que ça peut l'aider? Moi, je pense que ça peut l'aider. C'est d'ailleurs je pense que c'est des cercles concentriques. D'abord, l'espoir pour les Vénézuéliens, de se sentir qu'ils ne sont pas seuls et que le monde les regarde. Tellement, tellement important. Parce que ce sont des combats d'usure et que les gens se sentent seuls, se sentent abandonnés et perdent espoir. Donc le plus important, c'est de garder espoir. Et je pense que le prix Nobel, c'est d'abord ça. Une injection d'espoir, de se dire, on va réussir. On n'est pas seul dans le monde. Deuxièmement, c'est la possibilité
que Maria Corina est une voix dans le monde. Parce que quand je vous ai parlé de Maria Corina il y a 2 ans, pour moi c'était une évidence, je me suis rendu compte qu'ici en France, personne ne la connaissait et on en a parlé. Vous vous souvenez, oui, tout à fait. Alors que c'est un combat extraordinaire. Troisièmement, je pense que c'est aussi une possibilité pour le peuple vénézuélien de s'unir en opposition à un régime très dangereux. Parce que c'est un cartel de la drogue. C'est un cartel de la drogue, c'est des criminels, ce sont des gens qui ne reculent devant rien pour faire taire les opposants. Ils torturent, ils tuent, ils poursuivent. Et le peuple, qui est véritablement, comme vous et moi, si on était au Venezuela et nous étions vénézuéliens, on serait évidemment affectés. Évidemment par les questions économiques, la santé, l'impossibilité de se nourrir, de bien se nourrir, l'impossibilité d'être soigné à l'hôpital. Mais la vie, ce sont des jeunes, ils ont arrêté des enfants, ils ont arrêté des petits gamins qui se retrouvaient dans la rue et ils les ont arrêtés pour faire peur à la population. Ils terrorisent la population vénézuélienne. Et il faut avoir beaucoup, beaucoup de courage. Véritablement beaucoup de courage. Moi, je le sais parce que j'ai vécu des choses qui n'étaient pas faciles et je sais que le courage nous manque quand on est dans des situations comme ça. Je ne sais pas si vous savez que historiquement, le peuple vénézuélien s'appelle à lui-même comme le peuple bravo, el bravo pueblo. Brave, c'est pas brave, gentil, non. C'est tenace. C'est véritablement, en espagnol, ça veut dire fort, en colère, si l'on veut, bravo, en colère aussi, mais tenace. Et chaque fois que je pense al bravo pueblo, je pense que Maria Corina, et c'est cette héroïne qui porte son bravo pueblo, et je pense que ce prix Nobel lui permet de revendiquer ce qu'elle est, c'est-à-dire la voix de ce peuple qui a besoin de nous tous, qui a besoin que nous parlions d'elle, que nous parlions du Venezuela, que nous... c'est un peuple qui est aussi courageux que d'autres. On n'a parlé que de la Palestine. Il faudrait qu'on se mobilise pour le Venezuela. Il faudrait qu'on... Alors, je vais peut-être redire 2-3 choses sur le Venezuela, parce qu'en France, on a un candidat à la présidentielle qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs soutenait Maduro en espérant que Maduro ne lâche pas quand l'Amérique, les États-Unis d'Amérique lui mettaient un peu la pression, et se revendique du régime. Alors, on le sait, c'est un pays qui est très riche, mais qui appauvrit son peuple, et ceux qui peuvent partir partent. C'est un pays qui est gangréné par le trafic de drogue, mais vous l'avez esquissé, c'est un pays aussi qui a des liens avec le terrorisme islamique, avec l'Iran, avec le Hezbollah. Alors comment ça s'articule ? Quel est le lien entre Maduro, le Hezbollah, les mollahs d'Iran ? Comment s'articule ce deal, cette stratégie ? Qui gagne quoi ? Quelles sont les contreparties ? Alors, il faudrait qu'on aille au Sénat américain, qui font des audiences en ce moment pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais il y a plusieurs choses à savoir. D'abord, Chavez, très tôt dans sa présidence, a créé des liens spéciaux avec les Iraniens. Du temps d'Ahmadinejad, il était allé faire des contacts, et puis ils avaient passé ils avaient fait des pactes, ils avaient des accords entre eux. Donc ça c'est pas nouveau. Il faut aussi dire qu'au Venezuela, comme en Colombie, comme en Amérique latine, nous avons eu la diaspora arabe qui est arrivée en Amérique latine. En Colombie, nous avons beaucoup de Libanais, nous avons beaucoup de Syriens. D'ailleurs, nous avons eu un président d'origine libanaise, Turbay Kote, dont le petit-fils vient d'être assassiné en Colombie. Et on pense que tout ça est lié à Maduro, et le gouvernement colombien aujourd'hui a aussi beaucoup de comptes à rendre sur ce crime-là. Ceci dit, il est important de savoir qu'il y a déjà dans la population vénézuélienne des personnes qui sont nées au Venezuela et qui sont arabes d'origine. Et je pense qu'il y a eu notamment un vice-président vénézuélien qui s'appelle
qui s'appelle. Ah, je peux pas vous aider. Ma connaissance vénézuélienne est quand même limitée. C'est Tarek El Aissami. Tarek est un Vénézuélien d'origine syrienne qui a été promu très très vite dans le gouvernement Chavez, puis avec Maduro. Il est devenu vice-président de Maduro, donc il a été vraiment très très vite promu. Et c'est lui qui avait à sa charge d'organiser la police secrète et aussi, dit-on, d'organiser le cartel des soleils. Le soleil. Et c'est lui qui avait sous sa responsabilité les contacts avec le Hezbollah et le Hamas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est la pression des États-Unis ? Est-ce qu'il est tombé en disgrâce ? Le fait est qu'il a disparu. Il a été soi-disant mis en prison pour des problèmes de corruption et nous ne savons pas s'il a été mis en prison pour le préserver, pour qu'il ne parle pas, pour qu'il n'informe pas les Américains, ou parce qu'il est tombé en disgrâce avec Maduro, on n'en sait rien. Mais je crois que ça, c'est le premier fil qu'il faut commencer à tirer pour essayer de savoir comment est-ce que tout ça s'est tissé. Ce qui est vrai, c'est que il y a des vols très fréquents entre le Venezuela, entre Caracas et Téhéran, que dans ces vols, nous savons qu'il y a de l'or qui sort du Venezuela vers l'Iran et que nous pensons que les Iraniens ont trouvé au Venezuela une façon de se financer, de réussir à court-circuiter un petit peu toutes les sanctions que l'Iran a eues à cause de son ambition nucléaire. Mais nous parlons du même genre de pays, c'est-à-dire pour le Venezuela, c'est une dictature qui se dit de gauche, mais aujourd'hui, sincèrement, gauche ou droite, ça n'a rien à voir. C'est des malfrats, c'est des trafiquants de drogue, c'est comme l'Iran. L'Iran, ils se disent islamistes et ils veulent exporter leur islamisme extrémiste avec leur terrorisme et tout ça. En vérité, c'est des bandits qui sont à la tête d'un pays et qui utilisent soit la religion, soit l'idéologie pour avoir le pouvoir. Voilà. Alors, l'émission passe très vite, c'est passionnant. Mais il reste 3 minutes et j'aimerais bien qu'on parle un peu de ce que vous faites actuellement. J'ai une question d'un auditeur. Émission très instructive, ça c'est pour vous. Pourquoi dites-vous comme une évidence que la Russie, elle, a reconnu l'élection de Maduro ? Ça c'est pour moi. Tout simplement parce qu'il y a eu un pacte avec la Russie cette année et que je pense que si la Russie n'avait pas reconnu l'élection, il n'aurait pas eu de pacte. Et une question pour vous. Est-ce que le régime de Macron, lui, a reconnu l'élection de Maduro ? C'est-à-dire, est-ce que la France a reconnu l'élection de Maduro ? Non. Voilà, non. question. D'où la différence entre la Russie et la France, cher auditeur. Oui, tout à fait. Il ne faut pas déconner quand même. Alors, j'ai une question pour vous. Et puis, juste pour faire un petit... il faut parler de la France et de ce que la France est en train de faire pour protéger la France et l'Europe de la drogue. Parce que c'est quand même ça, dans le fond. Bon, eh bien, la France a envoyé ses navires en Guadeloupe et en Martinique pour commencer à endiguer ce que a fait Trump. Trump aussi a envoyé ses Marines. Ils sont sur la côte vénézuélienne. Le but, c'est de véritablement mettre un frein à tout ce commerce, mais aussi de porter un coup très très dur au cartel des Soles. Et qui dit porter un coup dur au cartel des Soles, c'est mettre fin au régime de Maduro. Est-ce qu'on estime c'est entre 250 et 300 tonnes d'exportation de cocaïne depuis le Venezuela, d'après le Sénat américain ? Donc ça représente un volume assez important. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de vous, Ingrid Betancourt. Que devenez-vous ? Quels sont vos combats aujourd'hui ? Je suppose que c'est encore la corruption. Où vivez-vous entre la France, la Colombie ? Racontez-nous. Alors moi, je vis avec une valise. Je me déplace beaucoup. Ma famille est un petit peu... j'ai ma fille qui est en Belgique. Mon fils est ici avec ma mère en France, à Paris. Moi, je vis en Angleterre, à Oxford. Je vis entre Oxford, la France et la Colombie. J'ai mon parti Oxygène qui est actif en Colombie et je suis très préoccupée pour le Venezuela, sûrement, mais
beaucoup, beaucoup pour la Colombie. Parce que nous avons un président en Colombie qui s'est allié au cartel de la drogue, véritablement, enfin, sans gants, sans prendre des formes. Il a lancé une campagne ou une politique de paix totale qui, en fait, est une politique d'impunité pour tous les grands chefs des cartels, qu'il est allié à Maduro, qu'il y a en Colombie, entre le Venezuela et la Colombie, il y a une frontière très, très, très grande, et que sur le nord, il y a une région qui s'appelle le Catatumbo. Cette région est une région de guérilla, mais c'est aussi, coïncidence, c'est la région au monde avec le plus de production de coca au monde. Parce que pour une raison qu'on ne peut parler que le karma terrible de nos pays, il y a plus de récoltes de feuilles de coca là que partout ailleurs. Donc, qu'a fait Maduro et qu'a fait Petro, le président colombien, c'est devenu une zone franche, contrôlée par le Venezuela et la Colombie. Et évidemment, c'est un passage de tout ce que l'on veut. C'est minéraux, enfin c'est l'or illégal, c'est le pétrole illégal, c'est tous les commerces, si vous voulez, et évidemment la drogue. Donc, pour nous, en Colombie, nous sommes en ce moment sous la pression d'un président qui veut faire de la Colombie un nouveau Venezuela, qui veut qu'il y ait une constituante, qui veut qu'il n'y ait plus de constitution, qui veut réussir à prendre en main le pays comme une dictature. Il veut être celui qui fait les lois, il a acheté le Congrès avec ce sont des billions de pesos qu'il a déversés en... Vraiment, Attila n'aurait pas fait mieux. Ils ont complètement saqué les caisses de l'État pour acheter des consciences au Congrès. Tout ça, tout le monde le sait. Toutes les preuves sont en Colombie. C'est pas du tout... ça, c'est quelque chose qui est partout, c'est très visible. Il menace à longueur de journée. Et pour nous, les démocrates en Colombie, ce que nous voulons... c'est pour ça que je dis, c'est pas la gauche, c'est pas la droite, c'est pas du tout ça. C'est les démocrates et le reste. Nous voulons préserver la démocratie dans nos pays. Nous voulons avoir le droit de vivre sous une constitution avec des droits, en préservant notre liberté. Et nous ne voulons pas être à la solde des trafiquants de drogue qui ont fait de notre pays leur sanctuaire. Donc, il y a des élections dans un an et il faut s'activer. Et ça vous voulez retourner sur la scène? Pas sur la scène directement, moi, je ne vais plus être candidate, mais je veux avoir un candidat présidentiel qui puisse jouer dans cette situation que nous avons, qui pour moi se résume à l'obligation morale qu'a la Colombie de s'unir tous contre ce gouvernement et ses possibles héritiers qui sont véritablement des dictateurs en herbe. Ingrid Betancourt, merci infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci d'avoir fait le déplacement, puisque vous êtes entre Paris, la Colombie et Oxford. Vous êtes passé par Radio Courtoisie et nous vous remercions vraiment. J'espère que vous reviendrez, parce qu'on avait plein d'autres questions, et des questions qui concernent également la France, notamment sur la situation française, et puis sur le trafic de drogue, parce que c'est quelque chose qu'on découvre. Mais nous vous réinviterons. Merci infiniment, Ingrid Betancourt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.